Merci Gaël, merci au... On peut pas le monter, ouais. Donc je vais me baisser. Euh, merci Gaël et donc merci aux organisateurs et organisatrices de m'avoir invité pour ce colloque. Il me revient donc la lourde tâche d'emmener tout le monde jusqu'à la fin de la matinée alors que le peuple a faim et que nous sommes en retard. Donc je vais essayer d'être relativement bref, ce qui, bien sûr, n'est jamais une bonne chose. Généralement, quand les universitaires disent ça, ils font exactement le contraire. Euh, Mon propos sera de me focaliser sur presque un micro-point qui a été abordé déjà dans les présentations de la matinée. Cécile Robert l'a évoqué lorsqu'elle mentionnait le fait que les universitaires, les politistes, les commentateurs de l'Union européenne, par les discours qu'ils produisent, ont peut-être aussi des effets sur la manière dont l'intégration européenne se déroule et la manière dont les institutions européennes sont structurées et singulièrement peut-être la manière dont elles gèrent cette question de la conflictualité. Donc, mon propos va être de faire un petit retour sur la manière dont certains des outils d'analyse de l'Europe ont pu être construits. Donc, d'une certaine manière, je vais aborder cet objet de l'Union européenne par la bande en revenant plutôt sur l'histoire d'instruments de connaissances conçus pour l'étudier et singulièrement en revenant sur l'histoire de la science politique de l'Europe. Alors, euh, mon propos globalement va être de dire que ces instruments de connaissance qui sont forgés pour l'étude de l'Europe le sont dans l'interaction entre plusieurs acteurs. Ce ne sont pas qu'une affaire, ils ne sont pas qu'une affaire de production savante, pas qu'une affaire d'universitaires. Ils mettent en jeu des interactions entre monde politique et scientifique. Et ce sont aussi des processus de création de notions qui se font de manière heurtée et conflictuelle. Donc on retrouve quelque part ici cette question du conflit. Alors, je vais le faire à partir d'une étude de cas qui est forcément bornée et limitée, mais qui, j'espère, me permettra de tenir un propos un tant soit peu général. Euh, Ce cas, c'est celui du département de sciences politiques et sociales de l'Institut universitaire européen de Florence. Donc un département créé dans les années 1970. L'Institut ouvre ses portes en 1976. Et donc c'est un institut transnational de format inédit, créé par des États membres des institutions européennes à l'époque, et un objet qui est intéressant pour plusieurs raisons, à la fois parce que donc c'est un département, un institut qui comporte plusieurs départements, un département de droit, un département d'histoire et civilisation, un département d'économie et un département de sciences politiques et sociales, qui est celui donc qui m'intéresse particulièrement ici. Département donc qui est créé à un moment particulier de l'histoire disciplinaire, puisque à ce moment-là, la science politique en Europe est en voie d'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de départements et d'organisations qui relèvent de la science politique, et pour autant, c'est une discipline dont les assises intellectuelles sont encore relativement mal stabilisées. Les normes disciplinaires, si l'on veut, sont encore relativement mal stabilisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord très fort sur des méthodes unifiées, sur des concepts qui feraient consensus dans chaque champ national et a fortiori de manière internationale. Donc on est encore dans un moment d'incertitude euh, de ce point de vue-là. 1976, c'est aussi un moment intéressant du point de vue de l'histoire des institutions européennes et singulièrement de la manière dont elles s'impliquent dans la construction des savoirs. C'est-à-dire que les promoteurs de l'idée européenne ont très tôt identifié la science, l'enseignement supérieur, comme des champs comme des domaines qu'on pouvait, qu'on devait investir parce qu'ils avaient
le potentiel pour être des moteurs de l'intégration continentale. C'est-à-dire que les institutions européennes se sont très tôt intéressées à l'idée d'avoir des discours savants produits sur les institutions européennes, à la fois pour produire un corpus de savoir sur ces institutions, mais aussi dans une optique de légitimation, avec cette idée qu'en créant des savoirs, on peut aussi produire des effets de légitimation des institutions politiques. L'idée, par exemple, qu'en faisant émerger une histoire de l'Europe, on fait émerger aussi une forme de légitimation de l'entité Europe. La science politique ne fait donc pas exception, et lorsque un département de sciences politiques et sociales est créé à l'Institut universitaire européen, l'idée est qu'il contribue à cette entreprise, si l'on veut, de légitimation de l'objet européen. Donc il développe des recherches sur les institutions européennes et par voie de conséquence qu'ils produisent des effets quelque part euh, de faire exister les institutions sur le plan intellectuel également. Donc il y a deux questions que je vais poser dans cette intervention. C'est celle de savoir d'abord quelles sont les réceptions au sein de l'Institut universitaire européen de cet agenda des institutions européennes, de ces objectifs, si l'on veut, des institutions européennes, et ensuite, quels sont les effets qu'ont finalement ces interventions politiques dans le champ académique pour les discours qui sont développés sur l'Europe. Alors, le premier élément sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait que, évidemment, ces injonctions européennes sont reçues dans un contexte d'incertitude. C'est-à-dire que l'Institut universitaire européen, a fortiori le département de sciences politiques et sociales, est une institution transnationale dans laquelle tout est à créer. C'est-à-dire qu'elle est placée dans des villas florentines, qui naturellement n'ont pas été franchement conçues pour accueillir une activité universitaire. Hein. Donc il faut concevoir à la fois une fonctionnalité des locaux, une bibliothèque, des modes de recrutement pour les futurs doctorants, le tout dans un contexte dans lequel le personnel enseignant n'est pas permanent, c'est un personnel enseignant qui tourne rapidement, hein, c'est-à-dire que, bon là je mets sur le slide quelques-uns des personnels qui occupent des positions au sein du département, et vous voyez, sans rentrer dans le détail de qui compose ce département, que globalement les rotations sont rapides, c'est-à-dire que tous les 3, 4 ans, parfois moins, hein, les titulaires de chaires changent. Dans ce contexte où tout est à créer, il y a un rôle clé des premiers professeurs hein, qui sont donc en charge de mettre en place de premières structures qui reprennent ou pas hein, l'agenda européen tel qu'il a été inscrit dans le mandat de l'Institut. Ces premiers professeurs, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'ils sont très différents les uns des autres. Leur profil reflète toute la diversité de ce que sont alors les études politiques, hein. C'est-à-dire que on a là trois acteurs principaux hein, qui sont respectivement donc Jacques Georgel, qui est français, agrégé de droit, ce qui arrive à des gens très bien au demeurant, qui est un spécialiste plutôt de l'étude des institutions. Donc d'un côté, donc une science politique ici informée beaucoup par le droit. Hein. Maurice Cranston, qui lui est britannique, philosophe, historien des idées, qui lui a un parcours très informé pour le coup par une trajectoire philosophique. Et Hans Dalder, qui lui est un politiste néerlandais qui est très inspiré par une science politique alors en structuration qu'on dira behavioraliste, c'est-à-dire centrée sur l'étude des comportements des acteurs politiques, les partis, les électeurs, les groupes d'intérêt, etc., sur la base de matériaux empiriques et notamment de matériaux quantitatifs. Je ne rentre pas plus dans les détails à ce stade. Cette diversité, elle a une conséquence importante pour ce qui
pour ce qui me concerne ici, c'est le fait qu'il va y avoir des conceptions rivales de la discipline qui vont quelque part s'affronter au sein du département, hein, c'est-à-dire que des camps intellectuels, si l'on veut, vont se structurer au sein du nouveau département, avec à la fois des conceptions rivales de la science politique et aussi, par voie de conséquence, des conceptions rivales de la manière dont le mandat européen du département doit être pris en compte. Si je schématise très rapidement, alors je schématise beaucoup parce que j'ai peu de temps, hein, globalement, on a d'un côté des tenants d'une science politique informée par d'autres disciplines, par le droit, par l'histoire, par la philosophie. Euh, L'idée un peu que la science politique serait une science carrefour qui doit récupérer l'essentiel de ses méthodes de disciplines connexes pour se centrer sur l'étude des idées et des institutions, euh, face de l'autre côté à l'idée qu'on doit plutôt avoir une science politique autonome dans ses méthodes et dans ses objets, qui doit se centrer sur l'étude des acteurs individuels et collectifs de la vie politique, de la compétition politique, donc j'ai évoqué hein, les partis, les groupes d'intérêt, les électeurs, etc. Pour ce qui est de la prise en compte de l'objet Europe, les premiers revendiquent le fait de développer à plein une science politique des institutions européennes, tandis que les seconds voient plutôt l'objet Europe en soi comme peu digne d'intérêt, et pour eux, le mandat européen de l'Institut et du département passe par le fait que la recherche est organisée collectivement comme une pratique européenne, c'est-à-dire le fait qu'on constitue des équipes de recherche européennes est en soi, dans leur esprit, un respect du mandat qui a été donné au département. Ces deux conceptions de la science politique ont des forces, très inégales. Pas force au sens intellectuel, mais force bien au sens social du terme, c'est-à-dire elles s'appuient sur des réseaux très différents. Et si je passe très vite là-dessus, celle qui s'impose est plutôt la vision behavioraliste de la science politique, parce qu'elle est soutenue par tout un réseau de fondations philanthropiques, de think tanks, etc., qui financent nombre de colloques, d'écoles d'été, d'invitations de professeurs, etc., qui permettent, singulièrement à Hans Dalder, d'implanter cette conception de la science politique à l'Institut universitaire européen. On pourra revenir sur les raisons pour lesquelles cette entreprise intellectuelle du behavioralisme est financée, mais si je schématise là encore, hein, il s'agit globalement pour les fondations de financer à travers le behavioralisme la structuration de liens intellectuels entre des chercheurs européens d'un côté et des chercheurs états-uniens de l'autre, dans un contexte qui est encore celui de la guerre froide et de la composante intellectuelle de la guerre froide. Hein. Il s'agit, en d'autres termes, d'avoir un behavioralisme qui constitue un axe intellectuel, si l'on veut, du monde occidental face au marxisme notamment. Donc, tout ceci aboutit au fait que s'implante durablement, hein, à l'Institut universitaire européen une conception de la science politique fondée sur, sur des méthodes quantitatives, comparatives, structurées autour de l'étude de la compétition politique, avec aussi une dimension normative, c'est-à-dire que les chercheurs qui s'intéressent à ces objets s'intéressent aussi à la manière dont on peut évaluer la qualité de la démocratie et de la compétition politique dans différents champs nationaux, avec donc un objet Europe qui est largement écarté. Alors me direz-vous, en quoi cela est-il pertinent pour ce qui nous occupe aujourd'hui? Parce que il va y avoir un effet ultérieur de tout ça sur les études européennes. C'est-à-dire que quelques temps plus tard, hein, au début des années 90 et singulièrement à la suite du traité de Maastricht,
un certain nombre de compétences vont se concentrer de manière croissante à Bruxelles, de sorte que les tenants du behavioralisme vont commencer à considérer que ce qu'on observe au niveau européen, c'est finalement la formation d'une communauté politique, d'une politie comparable à ce qu'on peut observer au niveau national. Et donc, dans leur esprit, cela justifie qu'on puisse à présent étudier l'objet Europe d'une manière avec les outils mobilisés pour étudier la compétition politique au niveau national. C'est-à-dire que ce qui va se développer à partir de là, c'est une étude des partis politiques européens, du rapport des électeurs à l'Europe, des politiques publiques européennes, des groupes d'intérêt à l'échelle européenne, etc. Pour ce qui m'intéresse aussi, cela va aussi de pair avec un discours normatif sur la qualité de la démocratie européenne. C'est-à-dire que en étudiant la compétition politique européenne, on se donne aussi les moyens de tenir un discours sur le fait que cette compétition politique peut être plus ou moins organisée de manière plus ou moins optimale, avec une idée qui s'impose de plus en plus dans cette littérature, qui est celle d'un déficit démocratique de l'Union européenne, qu'on peut observer à plein de niveaux, par une faiblesse des partis politiques européens, par un certain manque de pluralisme, par une absence d'opposition structurée à la Commission, etc. Une compétition politique considérée aussi comme relativement peu claire aux yeux des électeurs, hein, qui comprennent peu les différents enjeux des élections européennes, etc. Cela va de pair avec la promotion de potentielles réformes institutionnelles. C'est-à-dire que le discours sur le déficit démocratique s'accompagne aussi de préconisations quant au fait qu'on pourrait réformer les institutions européennes dans telle ou telle direction, hein, par la tenue de référendums européens, par la réforme du fonctionnement du Parlement, par l'encadrement des groupes d'intérêt, etc. Et à l'extrême, hein, Cécile Robert l'a évoqué ce matin, par l'idée que finalement l'Union européenne pourrait peut-être être aussi organisée autour de formules alternatives à la démocratie représentative. Donc on voit finalement, et j'en terminerai par là, hein, combien les conflits viennent structurer les instruments de connaissance qu'on mobilise pour à la fois décrire et évaluer les institutions européennes, avec quelque part une attention nécessaire aux temporalités, c'est-à-dire que les moments dans lesquels se déroulent ces conflits et ces débats ne sont pas nécessairement les moments dans lesquels il va y avoir le plus d'effets heuristiques down the line sur les débats publics et sur les institutions. Donc les effets finalement de tout cela sont tangibles plutôt sur le temps long. Je m'arrête là, 18 minutes, j'ai pas été trop mauvais. Merci de votre attention.